Bonjour et bienvenue à ce talk où on va parler de comment déjouer les pièges de Cohen en agilité à l'échelle. Avez-vous déjà rencontré ce type de board? Malheureusement, moi oui, et plus d'une fois. Je vous présente un programme board issu d'un PI planning d'IntraSafe. Ceci représente une planification d'un ensemble d'équipes que vous voyez à gauche, des fonctionnalités à développer au prochain trimestre. Et le constat, il est simple. C'est que pour développer une fonctionnalité, il y a beaucoup d'imbrication entre équipes. Et si on prend un peu plus de recul, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à un schéma d'architecture en pâte spaghetti. D'ailleurs, en parlant d'architecture, selon vous, si la structure d'une organisation et l'architecture d'un système sont différents, quel va être le résultat? Eh bien, c'est la structure de mon organisation qui va l'emporter. Bienvenue dans le monde de la sociotechnique où la technique est intrinsèquement liée aux organisations humaines. Moi, c'est Samuel Hanine, coach en efficience opérationnelle. Je représente le collectif Sociotech chez Octo. Et dans ce talk, on va parler d'industrialisation de l'agilité et des problèmes que ça a généré. Et on va dérouler un REX ensemble sur la mise en œuvre d'une manœuvre de Conway inversée. L'agilité a connu un fort succès de par son approche itérative et incrémentale qui a permis de réduire et donc d'augmenter les boucles de rétroaction, que ce soit sur le produit, la technique, le process, et également de par ses petites équipes multidisciplinaires ne dépassant pas 9 à 10 personnes. Au-delà, c'est la confiance qui commence à s'effriter. Je vous renvoie aux études de l'anthropologue Dunbar si vous voulez aller plus loin là-dessus. Et donc nos grandes organisations se sont dit « Ok, l'agilité fonctionne, faisons la même chose chez nous ». Sauf que transformer un département, toute une DSI, d'une grande taille en petite équipe de 9 à 10 personnes, ça en fait des petites équipes. Et puis on se pose rapidement la question, comment on va aligner, coordonner cet ensemble de petites équipes? Et c'est là que sont apparus des frameworks d'agilité à l'échelle. Alors là, je vous présente le plus connu, SAFe. Je vous rassure, je ne vais pas vous l'expliquer. Ce n'est pas le but du talk. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a pas mal de rituels et pas mal de nouveaux rôles qu'on voit à gauche, et que cette multitude de rituels, ça rentre au détriment de l'efficacité globale. En fait, on est face à un paradoxe. Comment faire pour conserver l'efficacité locale de petites équipes multidisciplinaires agiles, sans réduire à néant l'efficacité globale de mon organisation? Le problème se situe entre mes petites équipes. Parce qu'un ensemble de petites équipes va générer une explosion des interactions. Et en plus, pour couronner le tout, nos grandes organisations, elles ont une grande histoire, avec des legacy étroitement couplés, dont vont hériter mes petites équipes agiles. Ce qui va générer des dépendances, et donc, ça va augmenter les interactions qu'elles ont entre elles. La conséquence, c'est que mes petites équipes agiles, elles vont dépenser beaucoup d'énergie pour traiter ces dépendances, ce qui va augmenter le risque et de la latence à la livraison, ce qui va augmenter le coût de mes fonctionnalités, ce qui va diminuer la réactivité face au changement, et je ne vous parle même pas de la prédictibilité, où les projets, ils avancent dans le brouillard. Alors les DSI, pour assurer leur métier, ce qu'elles font, c'est qu'elles lancent des projets. Et plus elles lancent des projets, et moins j'ai de fonctionnalités qui sortent. Imaginez-vous un Kanban, où tous les 3 mois, on vient rajouter des fonctionnalités, mais on ne regarde pas du tout l'encours qui est en haut. À la fin, le flux de valeur, il est bloqué. Bon, vous l'aurez compris, la collaboration rapprochée entre équipes, ça ne passe pas à l'échelle. Et ça a été le cas d'un de nos clients, une société de jeux en ligne, une DSI de 500 personnes, qui a fait donc, sa transformation agile. Donc toutes les équipes sont passées soit en Scrum, soit en Kanban. Et au bout de 5 ans, le constat, c'est que dès qu'il s'agit de faire une évolution ou de mettre une nouvelle fonctionnalité, on lui dit non, mais là, les équipes sont en surcharge, il faut revoir les prios, etc. C'est pas évident, il y a des effets de bord partout. Et puis au final, lui, ce qu'il constate, c'est que les fonctionnalités, elles mettent beaucoup plus de temps à sortir. Alors pour aider ce client, nous, ce qu'on a fait, on a fait une manœuvre de Conway inversée. Alors bon, Conway, peut-être que vous le connaissez déjà.
C'est la loi de Conoé qui porte son nom, il a identifié. Donc là, vous avez la définition officielle, je ne vais pas vous la lire, je vais plutôt la simplifier. Lui, il a découvert, en 1967, que les architectures sont à l'image des organisations humaines qui les conçoivent. Petit exemple, si vous avez une organisation avec des équipes spécialisées par expertise, disons que j'ai mon équipe A qui fait du front, mon équipe B qui gère les règles métiers, mon équipe F qui fait du middleware et mon équipe E qui fait de la base de données, il est fort à parier que mon architecture qui va en découler sera celle-ci. Et c'est pas ce qu'on veut, hein, parce que à chaque fois que j'ai une fonctionnalité, il va falloir que je tape dans tout mon SI. Et que du coup, pour développer une fonctionnalité, je vais embarquer l'ensemble de mes équipes. Donc là, ça va, c'est 4 équipes, ça passe bien. Par contre, quand on est sur une grosse DSI, on peut se retrouver rapidement sur le board que je vous ai présenté tout au début du talk. Alors là, ça, c'est un problème. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est inverser cette loi à notre avantage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt structurer les équipes autour de problématiques métiers. Disons que je vais avoir une équipe qui va s'occuper des activités liées au paiement, une autre équipe qui va s'occuper des activités liées aux jeux de casino, etc. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir ce type d'architecture. Donc lorsque j'ai une fonctionnalité à développer au niveau du paiement, je n'ai pas d'effet de bord dans toute mon architecture. Et donc c'est ça qu'on va essayer ce qu'on a proposé en tout cas, et on va dérouler chez notre client, une société de jeux en ligne. Donc pour simplifier le cas, on va prendre uniquement le métier jeu en ligne. Il y a 3 grands systèmes qui gèrent cette partie, un émulateur de jeu, un gestionnaire des parties, calculateur des gains et pertes. Il y a 6 équipes qui s'occupent à la fois du run et du build. Donc la première étape, pour pouvoir structurer mon organisation par problématique métier ou par domaine métier, je vais en revenir un peu plus, c'est de pouvoir faire ressortir, d'identifier ces domaines métiers. Donc avant d'aller plus loin, juste une rapide définition. Donc, la notion de domaine métier, ça vient du Domain Driven Design d'Eric Evans. C'est un ensemble d'activités connexes autour d'une problématique métier. Par exemple, pour paiement. Pareil pour jeux en ligne, pareil sportif, pour la gestion de mon espace personnel, je peux avoir pas mal d'activités. Et tout ça, ils ont un point commun autour de l'espace personnel. Donc ça va en faire un domaine métier. Et nous, nos features, les fonctionnalités qu'on développe, elles viennent répondre, elles viennent supporter les domaines métiers. L'avantage qu'il y a de structurer l'organisation autour des domaines métiers, c'est qu'ils sont moins voués à changer. On peut avoir des évolutions de besoins, on peut avoir de nouvelles fonctionnalités, on peut avoir une évolution de la tech. Par contre, une évolution des activités autour du paiement, peut-être dans 10 ans, je refais le même talk, on parlera toujours de paiement dans une application. Donc on offre aussi également une stabilité dans l'organisation. Nous, chez Octo, on aime bien utiliser ce type d'atelier. C'est un event storming, big picture, d'Alberto Brandolini. On n'utilise que le début. Nous, ce qui nous intéresse sur cet atelier, c'est de regrouper les événements métiers autour d'une problématique et puis d'en faire ressortir des patates qui vont être nos domaines métiers. Ensuite, chez Octo, à partir de cet atelier, on a inventé un outil qui s'appelle la cartographie. Attention, la cartographie de votre dimension produit en 3 dimensions. Donc, à partir des domaines métiers qui ressortent de cet atelier, ce qu'on va demander, c'est en deuxième étape, c'est de cartographier les équipes qui interviennent sur ces domaines métiers. Puis, en troisième étape, on va demander de cartographier les actifs techniques, les composants qui supportent ces domaines métiers. Et ensuite, on va demander aux équipes de relier sur quels composants elles ont l'habitude d'intervenir, où elles sont responsables. Et c'est là que c'est intéressant, parce que là, on rend le couplage organisationnel et technique tangible. Là, c'est un exemple d'un atelier event storming. Alors, on n'est pas au début, on est dans un état intermédiaire. Les grands carrés bleus, ce sont les domaines métiers qu'on a réussi à faire ressortir. Parce qu'après, on a découpé. Alors, j'ai simplifié, parce que ce n'est pas évident de lire. Donc, je l'ai schématisé, puis je suis reparti un peu au début pour que vous compreniez la démarche. Donc là, j'ai dans mon métier jeux en ligne, j'ai 3 sous-domaines qui ressortent. Les jeux du casino, poker, et puis la gestion de gains et pertes. Là, rapidement, ce qu'on voit,
c'est qu'en plein milieu, j'ai un gros monolithe. Alors, pas de secret, c'est la base de données qui gère tout. Donc ça, c'est mon gros monolithe. Ce que je vois aussi, c'est que j'ai pas mal d'équipes qui travaillent sur plusieurs composants en même temps. Et puis, j'ai des équipes qui sont un peu sur tous les domaines. Et puis, j'ai même 2 composants, pour la petite histoire, où on a perdu le savoir. On ne savait plus trop. Parce que ils ne posaient pas de problème. Donc, voilà. Alors, pour rappel, nous, ce qu'on cherche à faire là, à partir de cette cartographie en 3 dimensions, c'est de défaire les imbrications entre les équipes. Comment? En alignant les équipes sur les domaines métiers, mais également en alignant mon architecture cible sur les domaines métiers, de manière à avoir en miroir mon organisation et mon architecture. Donc pour ça, première étape, on était arrivé à là. Nous, ce qu'on va faire, on va commencer par demander aux équipes de définir une responsabilité qu'un composant et qu'une équipe en responsabilité. Déjà, ça c'est la base. Ensuite, on va demander sur le gros monolithe, et on a pu le faire parce que c'était une base de données, elle était déjà plus ou moins découpée comme ça, de séparer les parties qui correspondent au domaine casino, des parties qui correspondent au domaine poker, puis les parties qui correspondent à gain et perte. Et puis là, on commence à voir, on voit qu'il y a plusieurs équipes qui sont sur plusieurs domaines, et on peut se poser des questions sur la surcharge. Comment on va faire? Alors nous, on utilise la police des domaines. Ce sont des règles qui sont issues de l'ouvrage de Matthew Skelton et Manuel Pais de Team Topology. Je vais vous les présenter rapidement. Un domaine ne doit être géré que par une seule équipe. 2, une équipe peut gérer 2 à 3 domaines simples. Par contre, si j'ai une grosse équipe qui gère 2 domaines compliqués, je préfère la diviser en 2, de manière à avoir une équipe, elle ne gère qu'un domaine compliqué en tout cas. Et c'est pareil pour les domaines complexes. Donc si on applique ça sur notre cartographie, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Ça va donner. Alors, petit tips, pour identifier si un domaine est simple, compliqué, complexe, on demande aux équipes, s'il y a un nouvel arrivant qui arrive, combien de temps il va mettre pour monter en compétence. Puis rapidement, on va comparer de manière relative dans l'entreprise les domaines qui sont simples, les domaines qui sont compliqués, voire complexes. Pour la petite histoire, là, on a casino qui est compliqué, gain et perte qui est complexe puisqu'on a l'analyse de détection de fraude. Ensuite, on a poker qui est compliqué. Voilà. Donc si moi je regarde par rapport aux règles que je vous ai présentées, on n'y est pas du tout. On a 4 équipes qui est sur un domaine compliqué, qui est casino. J'ai 2 équipes sur un domaine complexe, gain et perte, et 4 équipes qui sont sur un domaine compliqué, poker. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser nos domaines en sous-domaines. Alors, il faut me suivre. Parce que là, je vais parler d'ubiquitous language, c'est un terme qui est utilisé dans le domaine driven design. L'objectif, c'est de se baser sur la différenciation de contexte dans le sens des mots, pour utiliser ça comme point de fracture pour diviser mon domaine en sous-domaines. Je vais donner un exemple. Je vais prendre un exemple bateau, puis après on va raccrocher sur notre cas à nous. Si vous prenez le mot un vol, voilà, j'ai un métier lié au vol. Dans un certain contexte, un vol, c'est le déplacement d'une personne d'un point A à un point B dans les airs. Puis dans un autre contexte, un vol, c'est un délit. Donc on voit bien qu'on parle à la fois, on est selon le contexte, soit dans le métier de transport, soit dans le métier de la justice. Nous, dans notre contexte, on allait chercher plutôt à savoir quand on parle de partie dans poker, est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un point de fracture, parce que ça n'avait pas le même sens quand on parlait de partie au sens de tournoi de poker, d'une partie au sens d'une partie unitaire. Donc je reprends où on en était. Et donc j'arrive pas à lire. Pardon. En 3e étape, on a commencé à questionner au final quels sont les événements métiers de l'équipe F. Et on s'est rendu compte que l'équipe F, elle était là pour supporter la gestion des parties lorsque le joueur lance une partie. Donc en fait, c'était de l'instanciation de jeu et la gestion du contexte du joueur durant sa partie. Donc du coup, on s'est dit, ok, en fait, c'est plus ou moins agnostique. C'est pour ça que d'ailleurs que cette équipe est sur tous les domaines. Donc du coup, on a séparé de manière à identifier un domaine précis qui s'appelle instance de jeu. Ensuite, on a demandé aux équipes
de prendre l'ownership sur les composants base de données. Alors ça, il y a eu des négociations. Ça ne s'est pas fait du tout au rien. C'est pas on a ouvert tout aux équipes de dev. C'est plutôt on a ouvert uniquement les accès qu'ils ont besoin pour eux, pour leur développement. Et sur la partie, je dirais, sysadmin, c'est soit accès par des scripts, soit c'est resté centralisé. Ceci dit, on a quand même fait cette répartition qui a permis d'accélérer du coup les délais de livraison. Là, vous voyez, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais vous voyez, il y a un petit, dans le domaine poker, il y a un petit composant qui est au milieu, qui est violet, clair. Ça, c'est un composant tout simplement qu'on n'a pas réussi à séparer. Et ça, c'est la réalité. Il y a des composants que vous n'avez pas réussi à séparer, à dire, tiens, ça va dans telle équipe ou dans telle équipe, parce que ça supporte, il y a un couplage fonctionnel dans ce composant. Donc du coup, l'essentiel, c'est de le matérialiser pour en avoir conscience. Vous verrez par la suite comment on va l'utiliser. Et ensuite, on a continué, en 5e étape, à se poser des questions. Au final, quand on parle de casino, est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle d'une partie de casino? Et puis, il y a un petit mot qui m'a fait tilt, c'est que les équipes évoquaient le terme file d'attente. Je me suis dit, mais dans le numérique, il n'y a pas de limite de machine à sous. Pourquoi il y aurait une file d'attente? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas de la même chose lorsqu'on parle de lancer une partie sur des jeux de machine à sous que de lancer une partie sur des jeux de table, même si on est bien sur le jeu de casino. Donc du coup, on a trouvé ce point de fracture et on a fait une séparation. Et comme ça, en plus, on adresse des personnages différents. Donc du coup, on a eu 12 sous-domaines, les machines à sous et jeux de table. On a fait la même chose pour poker, c'est un peu l'exemple que je vous ai évoqué avec le tournoi de poker et les parties de poker. Et là, quand je regarde, j'ai quelque chose déjà qui respecte mes règles, donc qui m'assure que mes équipes ne sont pas en surcharge, qui va réduire les interactions, mais surtout, je regarde, je me dis, j'ai un beau schéma d'architecture fonctionnelle. Il ne me manque plus qu'à structurer mes équipes autour de la valeur. À l'image de cette figure que vous voyez là, on voit un pilote de Formule 1. C'est lui qui porte la valeur de la course. Imaginez-vous que ce pilote, il doit s'arrêter au stand pour changer lui-même ses pneus. Autant dire, la course, elle est tout de suite perdue. Et on va faire la même chose. On va utiliser les typologies d'équipes de team topologie. Avec la première, cette équipe qui s'appelle la Stream Align Team, qui porte cette valeur. En français, on dit des équipes alignées sur le flux de valeur métier. Et mes 3 autres typologies d'équipes, elles vont décharger cette équipe-là, de manière à leur laisser, au Stream Align Team, de se concentrer sur la valeur, apportée directement aux utilisateurs. Ce sont des équipes, les Stream Align Team, qui, en fait, elles livrent les fonctionnalités utilisées directement par les utilisateurs finaux, par les clients. Les 3 autres équipes que vous voyez en dessous, l'Enabling Team, elle est là pour standardiser des pratiques, prendre des sujets qui sont plus ou moins transverses et permettre au Stream Align Team de ne pas se concentrer dessus, éviter toutes ces réunions et tout. C'est plutôt les Enabling Teams qui vont venir aider à prendre en compte des standards d'architecture, des règles de sécurité. On a les complicated subsystem team. Elles vont prendre en charge une partie du système qui est assez complexe, qui demande des expertises spécifiques. Par exemple, vous verrez, mais la complicated le domaine gain et perte, il y a une notion d'analyse algorithmique de détection des fraudes. On va être dans ce type de cas. Et puis on a la plateforme team, hyper intéressant, puisqu'elle est là pour exposer des ressources qui seront consommées par les fonctionnalités développées par les Stream Align Team. Et ce qui va permettre d'éviter au Stream Align Team de gérer toute une partie, de descendre vraiment trop bas dans l'architecture. Et également, ça a l'avantage de mutualiser. La ressource, elle peut être consommée par plusieurs Stream Align Team. Donc je peux mutualiser, je peux standardiser grâce aux plateformes team. Donc si on reprend notre cas, on était arrivé à cette cartographie, on va retrouver 4 équipes jaunes, donc les Stream Align Team, partie poker, tournoi de poker, machine à sous, jeu de table. Je vais retrouver en Complicated Subsystem Team l'équipe qui est sur le domaine gain et perte pour l'analyse de fraude. J'ai retrouvé une équipe d'experts sécurité. Alors dans l'histoire, on avait également une équipe Enabling Team qui s'assurait de standardiser les méthodologies agiles. Bon, là, je l'ai simplifié. On va retrouver l'équipe instance de jeu qui va faire office de plateforme. Maintenant, il ne manque plus qu'à mettre tout ça en musique.
pour avoir terminé notre design de l'organisation à l'image de l'architecture. Donc, on va utiliser les 3 modes d'interaction cités dans Team Topology. Donc, le premier, c'est collaboration. Alors, ce mode-là, ce n'est pas forcément celui que l'on souhaite, parce qu'on sait qu'il coûte cher. Mais il est nécessaire si on veut innover. Et parfois, il est même nécessaire quand on a des composants tout simplement couplés et que du coup, on doit se coordonner pour travailler sur tel type de fonctionnalité qui impacte tel composant. Ensuite, on a l'autre mode. XAS Service, c'est un peu un mode de communication standardisée, un peu comme vous avez en mode API, où c'est une équipe qui va consommer les ressources d'une autre équipe sans pour autant devoir se coordonner, échanger les choses. La communication est déjà standardisée. Donc, c'est découplé. Et puis, on a le mode coup de main, facilitating, où c'est une équipe qui apporte un coup de main à une autre équipe. L'idée, c'est pas que l'équipe elle fasse à sa place, c'est plutôt elle facilite. Donc, qu'est-ce que ça donnerait dans notre organisation ? On va retrouver notre 4 Stream Align Teams qui vont échanger avec la plateforme Team en mode X as a Service. Donc, les fonctionnalités peuvent consommer les services de la plateforme Team à tout moment. Je vais retrouver également ma Complicated Subsystem Team, Gain et Perte, qui va consommer les services de ma plateforme Team. Et puis, les experts sécurité qui vont être en mode facilitation. Et puis là, en haut, j'ai 2 Stream Align Teams, tournoi de poker et partie de poker, qui, elles, continuent à avoir un mode collaboration, notamment pour le composant qu'on n'a pas réussi à découpler, en attendant. L'idée, c'est pas d'avoir un modèle et de se dire « Ok, on part là-dessus et c'est figé ». Au contraire, c'est que votre modèle, vous devez le faire évoluer. Pour pouvoir, vous innovez, vous êtes en mode collaboration, c'est tout à fait normal. Ou il y a des composants qu'on n'a pas réussi à séparer, c'est tout à fait normal. Le temps de le découpler, ce que je veux dire, c'est que le mode collaboration, l'idée, c'est d'aller vers ce mode X as a Service pour pouvoir standardiser, industrialiser votre architecture et donc, du coup, scaler. Parce qu'on comprend qu'en fait, le mode collaboration, il ne scale pas. Pour aller plus loin, je vous invite à lire le livre d'Eric Evans sur le Domain Driven Design. C'est un gros pavé, mais intéressant à lire quand même. Le livre de Matthew Scatton et Manuel Pais, où je fais pas mal de références sur Team Topology. Alors, 5 takeaways. Premier, diminuer les interactions entre équipes en limitant les imbrications entre composants. Faire émerger votre architecture cible en structurant l'organisation humaine par domaine métier. Troisième, structurer les équipes autour de la valeur. Quatrième, tous les modèles sont faux. Certains sont utiles à un moment donné. Faites évoluer votre modèle selon la réalité et le contexte que vous vivez. Et 5e takeaway, je vais terminer là-dessus, l'organisation humaine et les systèmes techniques sont les 2 faces d'une même pièce. Prenez ça en compte. Merci.